On va faire un petit point sur TradingView parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On arrive à un stade où là, on commence à être dans la zone actuelle où Bitcoin est en train de tester. En fait, j'ai l'impression que je vois un petit peu ça, le fonctionnement des cryptos actuellement, comme des sortes de camps de base. Vous savez, quand on monte une montagne, t'as des camps de base où tu dois respirer, prendre de l'oxygène, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de camp de base qui est en train de se mettre en place pour Bitcoin, où on avait la zone à l'époque entre 60 et 70 000 qui était le premier camp de base. Et là, on est allé trouver notre deuxième camp de base, qui est la période pendant laquelle, ok, on reprend un peu d'oxygène, on souffle, on respire, on avance un petit peu et on continue d'évoluer. Où là, on a un camp de base qui est entre globalement 90 000 et 100 000. On n'est pas allé retoucher cette zone des 90 000 récemment, donc j'ai l'impression que le camp de base est en train de s'établir. Et pendant qu'on est au camp de base, bah, tranquillement, il commence à se passer des choses, il y a des liquidités qui passent. Et vous connaissez les systèmes assez classiques de Bitcoin performe, les altcoins ne bougent pas, Bitcoin ne performe pas, les altcoins performent. Et là, vous voyez qu'on est dans une phase où Bitcoin est un petit peu en train de stagner et où bah, au final, ce qu'on appelle la Bitcoin dominance, c'est-à-dire la part de marché de Bitcoin dans l'ensemble du marché des cryptos, est tranquillement en train, voilà, de s'essouffler un petit peu. On a eu un retest sur cette zone-là, mais globalement, la Bitcoin dominance qui descend. Mais si on regarde sur, par exemple, les 5 dernières années, vous voyez que on est dans des patterns extrêmement similaires de ce qui s'était passé au dernier cycle, où fin 2021, la Bitcoin dominance monte. Ça correspond globalement à cette période-là de fin 2021. On a la première phase du cycle, qui est la phase linéaire, avant d'avoir la phase parabolique. Donc de globalement fin de l'année 2020 à début de l'année 2021 où on a une petite phase haussière pour Bitcoin, ce qui correspond à cette période-là, là où Bitcoin commence tout seul son rush et après les altcoins tranquillement le rattrapent, la liquidité se déverse autrement. Et vous voyez que ça s'est fait globalement en 2 étapes où sur les premiers mois, on a eu la Bitcoin dominance qui est redescendue et après un gros crash de la Bitcoin dominance pour avoir cette fois ce qu'on appelle vraiment l'altcoin season. C'est ça l'altcoin season, c'est cette période-là là où bah, les parts de marché de Bitcoin sont de plus en plus faibles et où on a de plus en plus d'altcoins qui performent et qui bénéficient des liquidités. Et là, on le sent que la Bitcoin dominance est encore en train de diminuer. L'évolution de la Bitcoin dominance où on a eu ce petit crash ces derniers temps et on a ces retests là dans la zone qu'on appelle. Et pendant ce temps-là, bah forcément, qu'est-ce qu'on a? On a des altcoins qui performent et pas n'importe lesquels. Mon meilleur ami, Cardano, a explosé. Vous voyez Cardano qui allait chercher cette zone-là là, qui a corrigé globalement, qui a rattrapé globalement plus de 900 jours de pertes, donc plus de 3 ans de pertes. On a XRP qui a fait un énorme breakout. On a eu VeChain aussi qui a explosé. Et globalement, tous ces Dinocoins, ces anciennes crypto-monnaies, pardon, qui sont en train de prendre l'ensemble de la hype. Vous voyez VeChain qui est en train de faire un breakout absolument colossal. Bon, la charte est très récente, mais c'est quand même hyper intéressant de voir tout ça. Et du coup, on peut se poser cette question. XRP aussi qui a fait un breakout absolument énorme. Regardez le breakout de XRP sur cette zone-là, c'est colossal. C'est exceptionnel. Hein. Il était dans un triangle d'accumulation de 7 ans, les gars. 7 ans. On a eu un breakout énorme et tout s'est bien passé. Donc, les XRP, les Cardano, etc. Bravo si vous avez fait des gains. Mais ce que je voulais vous montrer plutôt, c'est qu'il y a, je pense, un pattern qui est en train de se mettre en place et qui existe depuis déjà un moment. C'est le fait que en début d'altcoin season, donc au moment où vous voyez comment quand la Bitcoin dominance commence à diminuer progressivement, on a, je pense, de plus en plus d'investisseurs qui reviennent sur le marché et qui arrivent en disant bon ben voilà putain j'étais dans les crypto-monnaies, j'avais mes bacs de XRP, Algo de 2021 qui ont traîné et bah qui ont pas forcément évolué. Et on le voit avec la Google Trend que je vais essayer de vous ressortir, que là on commence à réavoir un vrai intérêt des investisseurs particuliers pour Bitcoin et donc vous voyez qu'on est dans une période où on recommence à réavoir de l'intérêt des particuliers, la Bitcoin dominance qui diminue et là t'as plein de mecs qui avaient leur petit bac de Algo, de XRP, de ADA, etc. qui se sont réveillés et qui ont dit mon bac de XRP il a performé. Et je pense que c'est un pattern qui est très récurrent pour le début de l'altcoin season, c'est cette période-là, là, où on est dans la zone où la Bitcoin dominance descend pour la première fois, et on a des gens des derniers cycles qui se réveillent avec mes XRP, mes Algo, etc. qui ont performé, et c'est comme ça que les choses se lancent. Je vais vous montrer après ma théorie pour la façon dont la liquidité va être amenée pour la suite, mais est-ce que ça veut dire que nous, on est bloqués comme des cons avec nos nouveaux tokens, et qu'en fait, bah, il suffisait juste d'acheter du Cardano pour surperformer l'ensemble du marché? Absolument pas. Pour l'instant, je pense qu'on a une asymétrie de l'information, où en gros on a les nouveaux investisseurs qui sont biaisés par leur dernier cycle, ces nouveaux investisseurs qui pour certains sont des investisseurs de 2021 qui reviennent, qui connaissent plus les cryptos, qui se rappellent uniquement de leur portefeuille et des cryptos de 2021, et du coup ils connaissent pas les gros leaders actuels, ils connaissent pas les Render, Tao, etc. Sauf que ça va aller très très vite avant qu'ils comprennent ces crypto-monnaies, avant qu'ils comprennent qu'actuellement il y a des gros narratifs, les mêmes coins, les dépines, l'IA, etc. Et pour moi, la grosse erreur à faire en ce moment, c'est de bouger ses positions pour retourner vers les Dinocoins, vers les crypto-monnaies, XRP, Cardano, etc.
etc., qui ont fait cette performance. Parce que je pense que cette performance, elle a été catalysée par ça. Après, on a tous les traders de meme coin qui sont allés se ruer sur ces crypto-monnaies-là parce qu'ils sentaient qu'il y avait un petit peu moins d'intérêt actuellement pour les meme coins. Donc, on a un peu les traders de tendance qui ont ouvert des positions et des dérivés avec un open interest absolument énorme sur ces crypto-monnaies-là. Ça a catalysé l'entièreté du prix. Si vous avez du XRP, si vous avez du Cardano, etc., bravo. Par contre, si vous n'êtes pas positionné sur ces crypto-monnaies, faites attention à ne pas switcher de tendance comme ça parce que je pense justement que actuellement on a une sorte d'asymétrie de l'information qui va diminuer progressivement et que la liquidité va pivoter tranquillement vers quoi? Vers les leaders des meilleurs narratifs. Donc les leaders de l'IA, Tao, Near, Render, les leaders des Real World Assets, Ondo, Mantra, les leaders des Depin, Akash et compagnie, les fameux Solana Killer, etc. Et vu que nous on n'est pas des traders, ce qu'on fait c'est qu'on se concentre sur quoi? On se concentre sur l'ensemble du cycle. D'accord? Si actuellement j'estime que Solana a un meilleur risk reward que Cardano, mais que Cardano surperforme Solana sur un mois, c'est pas mon problème parce que ma thèse d'investissement est développée sur l'entièreté du cycle. Si à la fin du cycle, effectivement, XRP ou Cardano aura surperformé, Solana suit, etc. Là, je pourrais me dire, ok, ma thèse c'est invalidé. Mais pour l'instant, absolument pas. Tant mieux si on a fait des gains. Et de toute façon, c'est connu que toutes les crypto-monnaies, tous les altcoins montent globalement chacun leur tour. L'idée, et ce qu'on recherche en se positionnant sur des altcoins, c'est concrètement de surperformer Bitcoin de 1 et de trouver les altcoins qui surperforment les unes des autres. Sinon, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Donc pour moi, voilà, globalement, si vous êtes sur d'autres crypto-monnaies, pas spécialement besoin d'inquiétude ou quoi que ce soit, c'est plutôt un début d'altcoin season. Et pour moi, les gros narratifs de ce cycle qui sont très connus, ça va être les Depin, ça va être l'IA, ça va être les Solana Killers, les Sui, Sei, etc. Et les altcoins sur les blockchains qui ont le plus d'engouement actuellement, Solana et Base. On n'est pas très loin d'avoir cette petite phase après la descente de la dominance de Bitcoin où la liquidité pivote tranquillement sur Ethereum et les crypto-monnaies autour d'Ethereum, donc tout ce qui va être les Uniswap, les AAV, etc., qui commencent à se montrer et qui commence à avoir des patterns intéressants. Et donc on a la comparaison entre Bitcoin et Ethereum. Donc si la charte c'est Ethereum par rapport à Bitcoin, donc si la charte descend, ça veut dire que Ethereum se fait sous-performer par Bitcoin, et si la charte remonte, que Ethereum surperforme Bitcoin. Et on voit que voilà, pendant toute cette année, l'Ethereum s'est fait absolument atomiser par Bitcoin. Et là, on a peut-être des espoirs de revoir un petit peu plus de dominance d'Ethereum, et actuellement, Ethereum, c'est pas exceptionnel. Les potes, petit aparté pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe Crypto Recherche. Crypto Recherche, c'est le premier et le meilleur groupe francophone que je gère avec Paul Crypto Formation. Et là, normalement, vous vous dites, putain, il fait chier encore un groupe privé. Je comprends. Je peux comprendre, mais la grosse différence de Crypto Recherche avec les autres groupes privés, c'est que depuis 2 ans, on tient un portefeuille public qu'on a créé de zéro, d'accord, où on explique tous les agissements, tous les achats, toutes les ventes de crypto-monnaies qu'on fait de A à Z sur le groupe. Et le portefeuille surperforme complètement Bitcoin et l'entièreté des altcoins. C'est un portefeuille que vous retrouvez dans tous les rapports mensuels qu'on publie tous les mois. Bon, désolé, je peux pas vous le donner, vous comprenez. Et en plus de ça, vous avez plein de vidéos différentes pour optimiser votre bull run. L'objectif, c'est de condenser toutes les informations les plus importantes sur le marché. Donc, vous avez des informations de marché. Il y a Paul dernièrement qui a présenté sa stratégie exacte de prise de profit. Je fais des analyses de projets aussi. Vous voyez que j'ai fait Pendle il y a pas longtemps. J'ai un format qui s'appelle l'altcoin du mois, qui est l'altcoin chaque mois que je considère le plus intéressant en termes de potentiel. Vous voyez que là, c'était Nosana le 19 octobre. Je vous laisse aller voir les performances de Nosana depuis le 19 octobre. Et je fais aussi des vidéos sur comment gérer son premier bull run, toutes les meilleures stratégies à mettre en place. Si vous voulez aller faire un petit tour, vous avez 10% avec le code IRIL10 sur le premier mois. Mais on va parler d'un truc très intéressant qui est l'une aussi de mes grosses thèses d'investissement pour ce cycle, c'est MicroStrategy. MicroStrategy, c'est aussi l'une de mes grosses thèses d'investissement. L'action a pas mal retracé, mais actuellement, si on va faire un petit tour sur Premium actuellement de MicroStrategy qui est autour des 2,7, etc. Donc c'est largement au-dessus de la période de 2021 si on se met en all-time. En 2021, on avait un Premium qui était autour des 2,6 pour MicroStrategy. Là, il est un petit peu plus haut. En gros, le Premium, pour faire très simple, c'est la valeur de MicroStrategy par rapport à la valeur des bitcoins qu'elle a dans sa trésorerie. D'accord? Donc en gros, si MicroStrategy vaut 1 milliard et qu'elle a, enfin 1 milliard de capitalisation et qu'elle a 500 millions de bitcoins dans sa trésorerie, vous savez que MicroStrategy c'est une entreprise qui achète des bitcoins dans la trésorerie, on a un premium qui vaut 1 milliard divisé par 500 millions qui vaut 2. Donc en fait, tout le monde regarde cet indice, le premium, en disant oui, mais MicroStrategy est surévalué, blablabla. Sauf que je suis pas du tout d'accord avec cette thèse d'investissement, dans le sens où pour moi, la chose que les gens ne voient pas, c'est la plupart des gens disent ok, MicroStrategy c'est telle entreprise, ils ont tant de bitcoins, donc A plus B, un peu comme les ETF. Sauf que tout ce qu'ils voient pas derrière, c'est la valeur ajoutée intrinsèque d'avoir en trésorerie tous ces bitcoins. Un ETF qui a des bitcoins, il peut pas les utiliser. Il peut pas émettre des produits, des notes convertibles, etc. MicroStrategy, ils peuvent. Et c'est là où c'est très puissant. C'est qu'actuellement, MicroStrategy,
Ils peuvent monétiser leur Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre des obligations d'entreprise, des notes convertibles, d'accord, donc des contrats de prêt avec des clients. Ils peuvent protéger leur trésorerie contre le dollar. Ils peuvent emprunter à 0% tellement il y a de la demande. Et tout à l'heure, vous voyez qu'on parlait d'asymétrie de l'information. Pour moi, il y en a une absolument énorme sur MicroStrategy. MicroStrategy, c'est pas juste une entreprise un peu random, trop capitalisée, qui s'endette pour acheter du Bitcoin. C'est une entreprise qui a un monopole actuellement quasi absolu du nouveau marché qu'elle est en train de créer, qui est « Ok, je suis une entreprise, je mets des Bitcoins en trésorerie ». Il y en a de plus en plus, mais MicroStrategy est bien au-dessus de tout ça. Et ce qui est cool avec MicroStrategy, c'est que les mecs sont très transparents. C'est-à-dire que vous avez le sailortracker.com, qui est littéralement chaque moment où MicroStrategy a acheté du Bitcoin et elle les a rajoutés en trésorerie. Et vous voyez que le 2 décembre, ils ont rajouté 1,5 milliard en trésorerie. Le 25 novembre, ils ont rajouté 5 milliards, 4 milliards, 2 milliards, 458, 1 milliard 110 000. C'est absolument aberrant. Et si on regarde la Sailor Chart, c'est que on voit que actuellement les mecs, ils ont 400 milliards de Bitcoin en trésorerie. Et regardez à quel point c'est exponentiel. Il est en train de se passer un effet de réseau absolument aberrant avec MicroStrategy. Ils ont acheté 150 000 Bitcoins juste sur Q4, c'est absolument monstrueux. Et Michael Saylor a dit qu'il allait acheter 42 milliards au mois de janvier. Donc le marché est un petit peu front-run tout ça. Il y a des théories comme quoi actuellement ils ont des bitcoins qu'ils peuvent pas déclarer dans les bilans, mais quand la loi va changer en 2025, on pourra avoir un nombre de bitcoins par action qui sera complètement différent. Donc en fait, on arrive à un stade où MicroStrategy a une dominance absolument énorme. C'est littéralement une action qui surperforme Bitcoin depuis quasiment, en fait depuis qu'ils ont commencé à mettre en place des bitcoins en trésorerie parce que c'est trop puissant. Ils mettent des bitcoins en trésorerie, ils ont plus de 400 000 bitcoins et en plus ils monétisent ces bitcoins. Vous voyez à quel point c'est puissant? C'est qu'en fait on s'en fout que ce soit une entreprise de logiciel, que ce soit Michael Saylor ou quoi que ce soit. C'est la puissance qui génère avec ce winner takes all de on a des bitcoins en trésorerie, du coup tout le monde va acheter une note convertible et du coup forcément on arrive à un stade où concrètement dès qu'ils émettent des notes convertibles, dès qu'ils émettent des prêts ou quoi que ce soit, tout le monde se rue pour les acheter. Donc ils peuvent emprunter à 0% parce qu'il y a une demande qui est absolument énorme et c'est absolument colossal. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de se mettre à lever des fonds pour investir dans Bitcoin. Et croyez-moi, elles vont le faire en Big 2025. Vous avez vu peut-être Metaplanet au Japon, Boya en Chine, il y a Marathon, il y a pas longtemps, qui a emprunté à 0%. Les mecs Marathon, je sais pas si vous avez vu, Marathon c'est une minière de Bitcoin. Ils voulaient lever je crois 600 millions, 700 millions avec la même stratégie, donc ils mettent des notes convertibles, la même stratégie que MicroStrategy. Ils ont levé de la dette à 0% d'intérêt, 0% littéralement actuellement. Et en fait ils se sont rendus compte les mecs que en fait, il y avait trop de demandes pour 700 millions, les gens voulaient trop leur donner leur argent, donc ils ont monté. Et je crois qu'ils ont levé quasi 1 milliard. Voilà, 1 milliard à 0%, c'est absolument aberrant. Donc, pour finir sur MicroStrategy, c'est une action de levier de Bitcoin. Pour moi, c'est actuellement le meilleur proxy, actuellement, de Bitcoin. Même si le prix est encore haut, je pense qu'on a une découverte de prix à faire qui est absolument exceptionnelle. Par contre, attention, c'est du Bitcoin en levier. Donc en fait, l'action est extrêmement volatile et quand on va redescendre en bear market, il faut pas se faire prendre par ça, même si je pense qu'à très long terme, c'est une entreprise qui peut largement fluctuer, qui génère énormément de volume, qui est absolument énorme. Mais concrètement, regardez, attendez, voilà, regardez les volumes de MicroStrategy. Donc vous avez Tesla, Nvidia, et là en troisième, t'as MicroStrategy, qui a le plus de volume tradé en daily, devant des Meta, Apple, Amazon, etc. Ce truc va devenir absolument énorme. Donc voilà pour MicroStrategy qui est ma deuxième grosse thèse d'investissement actuellement avec Solana.